Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur Sciences Po Lille. Donc voilà, l'objectif de cette conférence est de vous éclairer, de vous présenter l'Institut d'études politiques, qu'on appelle plus communément Sciences Po Lille, à travers justement ces différentes filières et surtout ces modalités d'admission. Alors vous allez voir un peu plus en détail avec nos intervenantes d'aujourd'hui. Et puis on aura aussi l'occasion d'échanger avec des étudiantes qui ont intégré Sciences Po. Tout ça donc dans quelques instants. Alors pour m'accompagner tout au long de cet échange, je suis ravie d'accueillir Anne Bazin. Bonjour. Bonjour, merci. Donc, vous êtes directrice des études du cycle master à Sciences Po Lille. Oui, et vous allez nous présenter, pardon, oui, et vous allez nous présenter justement les différentes voies d'accès et de recrutement pour Sciences Po. Alors, deux intervenantes, c'est vrai qu'on a une majorité de filles, mais effectivement, c'est représentatif, vous l'expliquez en aparté, de la fréquentation, mais il y a aussi quelques messieurs, rassurez-vous, donc à l'Institut d'études politiques de Lille, à Sciences Po Lille. Colline Massin, donc bonjour. Donc vous êtes étudiante en management des institutions culturelles en apprentissage. Tout à fait, bonjour et merci. Donc, merci de nous rejoindre. Inès Hammer, donc bonjour. Donc vous êtes en 4e année métier de l'action publique. Et vous allez nous parler justement de votre projet professionnel et de cette formation, donc la formation des différentes filières, et ce qui vous a motivé, et peut-être aussi, je pense que ça va intéresser nos jeunes internautes, comment vous avez réussi à décrocher votre ticket d'entrée pour l'IEP. Anne Bazin, c'est vrai que quand on parle de Sciences Po, des Sciences Po, puisque je devrais parler des Sciences Po au pluriel, on s'accorde à dire que c'est une formation pluridisciplinaire sur les sciences humaines et sociales. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter justement à cette présentation ? Merci. Je pense effectivement que c'est le maître mot peut-être qui caractérise le mieux Sciences Po, je dirais l'approche Sciences Po. Pluridisciplinarité de la première à la dernière année d'études, donc ça c'est effectivement quelque chose d'important. C'est quoi Sciences Po? C'est, je crois, j'espère, une formation qui donne aux étudiants des clés pour comprendre, pour analyser, mais aussi pour agir dans un monde éminemment complexe aujourd'hui. C'est cette approche pluridisciplinaire et j'en suis assez convaincue, la raison première de l'attractivité de Sciences Po aujourd'hui. On vous apprend à appréhender les phénomènes sociaux dans leur complexité. Je vais prendre un exemple assez simple, mais qui nous intéresse probablement tous, la question migratoire aujourd'hui. C'est une question économique, politique, juridique, internationale, sociale, qui a une dimension historique, etc. etc. Et on voit bien qu'une approche monodisciplinaire, alors sera sans doute très intéressante, mais voilà, ne va pas permettre d'abord de comprendre, en tout cas d'appréhender la question dans sa complexité, justement l'interaction entre ces différentes dimensions. Voilà, donc un étudiant et un diplômé, a fortiori de Sciences Po, va justement d'emblée penser les phénomènes de manière transversale, tout en sachant aller ensuite chercher l'expertise là où elle est. Parce qu'évidemment, si on a cette lecture et cette appréhension transversale des questions, on ne peut pas de facto aller à fond sur chaque aspect. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de savoir aller chercher l'information, savoir chercher l'information et savoir aussi, et comprendre aussi l'information qui est susceptible d'être trouvée ici ou là. Je pense aussi, pour rester sur cette question de la pluridisciplinarité, que c'est aussi, me semble-t-il, un élément important qui permet aussi une adaptabilité dans la vie professionnelle future. On sait bien tous que les métiers qu'on exerce aujourd'hui ou que nos étudiants vont exercer à la sortie de l'école vont changer, vont évoluer, et que 5 ans après la sortie de l'école, ils exerceront probablement quelque chose d'assez différent. Et d'ailleurs, que ceux qui vont rentrer cette année vont peut-être exercer des métiers qui n'existent pas encore. Donc tout ça fait que c'est important de pouvoir réagir, s'adapter aux transformations de notre société. Et donc je pense que cette approche pluridisciplinaire, cette pluridisciplinarité valorisée chez nous est un outil en tout cas qui aide les étudiants dans cette démarche.
Alors, on va poursuivre justement sur cette définition de Sciences Po que vous avez effectivement expliquée. Alors, vous avez précisé quelque chose d'important, formation en 5 ans, c'est-à-dire qu'elle va délivrer le grade de master. Souvent, on essaie de comparer, enfin, on essaie de comprendre voilà, la particularité des IEP, des instituts d'études politiques en région, Sciences Po, par rapport à Paris, si on doit faire une différence. Alors, sans vouloir les opposer, c'est quoi la différence entre un IEP de région et Sciences Po Paris, en quelques mots? La géographie. Quoique, parce que Sciences Po Paris a des campus en région, donc ce qui rend parfois effectivement les choses plus compliquées à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a fondamentalement, c'est une même structure de formation, une même approche des enseignements, et donc de ce point de vue-là, en fait, il y a une très grande proximité entre les différents Sciences Po, et d'ailleurs des enseignants qui circulent des uns aux autres. C'est-à-dire une formation donc en 5 ans, ce qu'on disait, depuis un certain nombre d'années maintenant, 2 premières années qui sont un socle pluridisciplinaire, pour reprendre ce qu'on disait à l'instant, en humanité, donc vous l'avez dit, droit, économie, sciences politiques, histoire, sociologie, langue, voilà, en gros. Une année à l'international, en général dans une université ou en stage. Inès Hammer, par exemple, a fait un stage pendant plusieurs mois l'année dernière lors de son année de mobilité. Et ensuite, 2 années de master. Et donc à l'arrivée, effectivement, la délivrance d'un diplôme de grade master. Donc, je dirais que moi, je ne suis pas sûre qu'il faille opposer Paris et les Sciences Po en région. En revanche, dans chacun de ces Sciences Po, on retrouve, je dirais, alors, évidemment, la différence se fait surtout au niveau des masters, parce que c'est là où il va y avoir des orientations un peu différentes. Donc, il y a les classiques Sciences Po, si je puis dire, c'est-à-dire, par exemple, les métiers de l'action publique, pardon, souvent le journalisme, les métiers de la culture, etc. Enfin, on pourrait y revenir éventuellement. Et puis, ici et là, on va avoir des masters spécifiques qui vont, je dirais, conférer une identité particulière aux Sciences Po. Voilà, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le débat sur Paris versus les régions. Alors peut-être ce qui caractérise Paris aujourd'hui, c'est un pourcentage très très important, beaucoup plus important que chez nous, d'étudiants internationaux. Et là, je crois que c'est quelque chose qui distingue effectivement Sciences Po Paris des Sciences Po en région. C'est ce pourcentage et du coup, effectivement, cette interaction avec des étudiants internationaux. Cela étant, il y en a aussi mais, dans tous les sites du réseau. Très bien. Alors, on a une caractéristique, la métropole lilloise, on est au carrefour de l'Europe. Quelle est la particularité justement de Sciences Po Lille? Alors, on est formidable, mais une fois que j'ai dit ça, ça ne suffit pas. Non, alors, pour revenir sur les formations, alors, bien sûr, Sciences Po Lille propose, je dirais, ce que je disais tout à l'heure, les classiques, donc notamment l'action publique au niveau national et local. Je pense qu'on a un plus peut-être sur les questions européennes. Alors, probablement en partie lié, historiquement lié, et notre proximité géographique avec évidemment ce qui se passe à Bruxelles. Le journalisme et la communication, grâce notamment à des liens privilégiés aussi que nous avons avec l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est à quelques centaines de mètres de Sciences Po. Alors j'ajouterais peut-être les questions internationales, notamment tout ce qui est gestion des conflits, questions de développement, pour lesquelles on a une formation master qui fonctionne très bien et qui est très attractive. Les questions stratégiques de sécurité et de défense aussi, qui est un master qui fonctionne particulièrement bien. Depuis très longtemps, on a une formation autour de la question du développement soutenable, des questions environnementales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est venu l'année dernière quand on s'est dit que ça devenait important. C'est quelque chose qui existe à Sciences Po depuis très longtemps. Et je dirais que cette question, plus largement, cette question des enjeux environnementaux irriguent l'ensemble des enseignements de la première à la dernière année, mais il y a effectivement une formation spécifique en master là-dessus. Les métiers de la culture, donc Colline Massin pourra en parler, qui est une formation qui est reconnue depuis très longtemps et qui se diversifie encore, en tout cas qui s'enrichit là dans le cadre d'une réforme. Et puis, on essaye aussi d'être attentif
au monde qui nous entoure et donc de proposer aussi des formations, de nouvelles formations. Et là, c'est vrai qu'on met en œuvre une réforme du cycle master à la rentrée 2021 dont je me suis occupée, donc j'ai vu ça d'un peu plus près. Et par exemple, juste pour vous donner un exemple, on va ouvrir un double diplôme avec l'école centrale Lille, autour qui s'appelle Société numérique, donc avec l'idée de former les étudiants de Sciences Po et de Centrale, du coup, aux grandes questions, je dirais, liées à la révolution numérique, que ce soit l'usage des big data comme instrument de connaissance, de gouvernance, voire de surveillance, la question de la numérisation qui impacte le fonctionnement des organisations, etc., etc. Donc, on est vraiment axé sur des questions, des grandes questions contemporaines. Alors, c'est vrai que vous avez expliqué un premier cycle en 3 ans pluridisciplinaire axé sur les sciences humaines et sociales, et un cycle master donc, de 2 ans avec plusieurs filières possibles. Vous avez aussi une particularité, vous avez une filière avec des doubles diplômes. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur cette filière qui peut intéresser, encore une fois, certains de nos internautes? Alors, merci. C'est effectivement une spécificité et je pense une richesse de Sciences Po Lille que ces doubles diplômes. Donc, nous proposons en fait 4 doubles diplômes binationaux, donc un diplôme franco-allemand en coopération avec l'université de Münster, un diplôme franco-britannique avec l'université du Kent à Canterbury, de l'autre côté de la Manche, un diplôme franco-espagnol avec l'université de Salamanque et enfin, depuis l'année dernière, un diplôme franco-italien avec l'université Sapienza à Rome. Donc ces doubles diplômes sont, j'allais dire, des vrais doubles diplômes dans le sens où il y a vraiment une maquette pédagogique qui est pensée avec les 2 équipes pédagogiques dans l'université partenaire et à Sciences Po Lille. Donc les étudiants font alors 2 années à Lille, 2 années dans l'université partenaire, alors avec un ordre qui peut varier en fonction des formations. Mais voilà, donc en tout cas, ils ont le même temps d'études et la 5e année, ils la font où ils souhaitent, à Lille ou dans l'université dans laquelle ils ont suivi leurs 2 années à l'international. Donc il y a une vraie, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que c'est quelque chose qui est véritablement conçu comme une formation en tant que telle et c'est pas une année à l'étranger et je prends les cours que je peux dans l'université partenaire. C'est quelque chose qui est une vraie co-construction. C'est une vraie maquette, une maquette d'études, quoi. Très bien. Alors, avant d'aborder justement les procédures d'admission pour ces différentes filières, j'aimerais qu'on vienne sur le témoignage, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui justement 2 jeunes dames qui sont là pour nous parler un peu de leur formation, pour nous parler aussi de leur choix, ce qui les a motivées et amenées à intégrer Sciences Po Lille. Alors, Colline, on va démarrer avec vous. Vous êtes en dernière année, en 5e année management des institutions culturelles. Alors, peut-être avant de revenir en détail sur cette formation, vous, quelle était la représentation, l'idée que vous faisiez de Sciences Po, qui, je rappelle, est une formation sélective et qui est une grande école? Alors, moi, déjà, après le bac, je n'avais pas du tout pensé à faire Sciences Po. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, je suis partie en classe prépa littéraire à Metz, d'où je suis originaire. Donc, j'avais fait un bac littéraire spécialité musique. Et je savais déjà un petit peu que je voulais travailler dans le culturel, mais j'avais aucune idée des formations qui pouvaient m'y conduire. Et je suis très bien tombée en prépa, vu que la prépa où j'étais proposait un parcours où on avait quelques heures pour préparer le concours commun des IEP. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et j'ai commencé à regarder justement les masters culture qui étaient proposés dans tous les IEP. Et celui de Lille a vraiment attiré mon attention parce que on commençait à parler de l'alternance à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, ben, j'y vais. Et j'ai aussi tenté justement le concours de la filière franco-espagnole que je n'ai pas eu, mais qui a été un très bon entraînement pour passer du coup le concours général que j'ai eu. Voilà, donc du coup, je pensais pas après le bac venir ici et j'en suis très contente 5 ans après, enfin 6 ans après le bac même, d'avoir fait ce choix. Alors, avant de revenir justement sur votre quotidien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pour les novices le principe de l'alternance? Alors, du coup, ce master est assez particulier. Il a un rythme d'alternance aussi un peu particulier qu'on retrouve rarement. Du coup, en dernière année, en 5e année, on a cours les lundis et mardis
Et on est du coup en entreprise ou dans les structures qui nous accueillent le mercredi, jeudi, vendredi et pendant les vacances scolaires. Très bien. Et vous percevez une rémunération, effectivement, tout en préparant votre diplôme. Voilà, tout à fait. Selon des dispositions légales, du coup, c'est 75% du SMIC pour être exact, minimum. Très précis. Merci, Colline. Inès, c'est à vous. Alors, vous êtes en quatrième année métier de l'action publique. Même exercice, même question. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer Sciences Po Lille? Et puis, quelle idée, quelle représentation vous aviez justement de cet établissement avant de l'intégrer? Oui, merci. Alors moi, j'ai intégré Sciences Po Lille, j'ai un parcours un peu différent de Colline, parce que je l'ai intégré juste après le lycée. Donc ça, c'est aussi une spécificité qu'il y a avec les IEP, c'est qu'on peut l'intégrer soit à la sortie de la terminale, soit après avoir fait un an de prépa. Donc moi, en terminale, je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'étais un peu attirée par Sciences Po, justement pour cette dimension pluridisciplinaire. Et je me suis décidée en cours de terminale à préparer le concours. Que du coup j'ai préparé en parallèle des cours. C'est vrai que le programme était assez similaire aux enseignements qu'on pouvait suivre en terminale, donc c'était plus approfondir derrière pour avoir le concours. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'avais un peu regardé forcément les maquettes des masters plutôt, parce que le premier cycle, comme on disait, est assez pluridisciplinaire. Donc, je savais à peu près à quoi m'attendre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la troisième année à l'étranger, surtout, qui est assez alléchante, si je peux dire ça, quand on est en terminale, de se dire qu'on peut passer un an à l'étranger, où on a envie. Je voyais la liste des partenariats. Donc, ça a été un peu perturbé avec le coronavirus, mais dans tous les cas, pour les prochains, ça sera sûrement plus calme. Donc, voilà. Et donc, à Lille, ce qui m'intéressait initialement, c'était plutôt les masters axé vers les relations internationales, parce que je voyais que comme Madame Bazin est revenue dessus, il y a beaucoup de masters qui sont assez intéressants. Et donc finalement, j'ai intégré le master des métiers le master MAP, donc métier de l'action publique. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'idée de ce qu'était Sciences Po, et j'étais agréablement surprise, parce que le premier cycle est pluridisciplinaire, mais on a surtout toute une partie qui est très axée sur la vie associative, tout ce qu'on peut faire à côté. Mais j'imagine qu'on reviendra dessus. Voilà. Effectivement. Juste un point de précision. Alors, Colline vient de Metz. Vous venez de la région des Hauts-de-France ou d'une autre région Moi, je viens de région parisienne. Pardon? De région parisienne, pardon, de Très Seine-et-Marne. bien. On dit d'Île-de-France, effectivement. Exactement. Anne Bazin, alors juste avant de revenir justement sur les modalités d'admission, quelle représentation on a justement des étudiants? Est-ce qu'on a un contingent d'étudiants un peu plus d'Île-de-France? Dans la Haute-France, est-ce qu'on a une belle représentation? Alors, on vient de toute la France finalement à Sciences Po Lille. On vient vraiment de toute la France à Sciences Po Lille, et c'est ça, je crois, qui fait la richesse aussi de cet établissement. Et on a des étudiants à la fois de toute la France, mais aussi de toute origine sociale. Oui. Donc il y a un vrai mélange, et je pense que ça fait partie de la richesse de Sciences Po. Donc les étudiants du nord de la France, bah oui, on en a, heureusement, et tant mieux. Mais c'est bien aussi d'avoir des étudiants qui viennent de Corse, des territoires d'outre-mer, du sud de la France, de Bretagne ou de régions parisiennes. Je crois que c'est vraiment ça. Alors, ce n'est pas une caractéristique de Sciences Po Lille, hein, bien évidemment. Je pense qu'on retrouve ce mélange dans tous les Sciences Po. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour nous, les enseignants, mais aussi pour les étudiants, de côtoyer des camarades qui ont des parcours différents, qui ont des expériences différentes et des ambitions peut-être différentes aussi. Ça vient nourrir, effectivement, enrichir l'expérience. Alors, on va parler des procédures d'admission. Alors, on va saluer Pierre Mathieu, qui peut-être nous regarde, qui avait pour habitude de dire en conférence que le concours des instituts d'études politiques, le concours de Sciences Po, est un des plus difficiles. Parfois, il aimait le comparer justement aux examens en concours de médecine. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Anne Bazin, justement sur ces modalités d'admission? On n'est pas là, encore une fois, pour décourager les futurs candidats à Sciences Po, mais aussi là, on est également là aussi pour peut-être les mettre en garde et surtout leur donner des conseils pratiques. Et ça, j'insiste aussi, j'inviterai Colline et Inès à donner quelques conseils justement pour réussir ce concours. Anne, nous écoutons. Alors, merci. C'est un concours très sélectif, malheureusement, je dirais. C'est-à-dire que la sélection a des vertus, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Mais c'est un état de fait et on ne peut pas changer. En tout cas, on ne peut pas augmenter le nombre de places, ni les uns ni les autres, malheureusement, pour tout un tas de raisons. Donc, de facto, c'est un concours effectivement très sélectif et je
je fais partie de ceux qui le regrettent, en tout cas jusqu'à un certain point. Alors, quelques éléments sur, je vais vous passer quelques slides, enfin quelques images de diapos, pardon, sur, voilà, pour rappeler plus clairement les modalités d'accès. Les modalités d'entrée. Voilà, on va y arriver. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Donc, il y a deux manières de rentrer à Sciences Po en première année. Il y a d'une part ce qu'on appelle donc la filière générale, le concours commun, hein, qui est un concours donc, commun à 7 Sciences Po de région, sachant qu'en tout, il y a 10 Sciences Po en France. Il y a Paris, il y a les 7 Sciences Po pardon, du concours commun, plus Sciences Po Grenoble et Sciences Po Bordeaux qui ne sont pas dans le concours commun pour l'instant en tout cas. Donc, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire qu'ils ont leur concours propre? Voilà, donc Grenoble et Bordeaux ont leur concours propre. Sciences Po Bordeaux est passé depuis l'année dernière sur un concours sur dossier, du même type, pas exactement la même chose, mais du même type que Sciences Po Paris. Sciences Po Grenoble avait une modalité spécifique de concours, mais il me semble que cette année, ils ont, pour des raisons sanitaires, renoncé au concours écrit. Donc là, pour le coup, je ne voudrais pas dire de bêtises sur les modalités du concours de Grenoble cette année. En tout cas, le concours commun vous permet en fait de postuler aux 7 Sciences Po donc, qui sont indiquées ici, d'un coup, si je puis dire, pour entrer donc, en première année. Ce concours est ouvert aux bacheliers de cette année, c'est-à-dire aux élèves de terminale, mais aussi aux étudiants, c'est-à-dire qui sont en bac plus 1, qui ont passé le bac, enfin en tout cas qui ont eu le bac l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu d'examen. Voilà. Donc ce concours, il y a environ 10 000 candidats qui présentent ce concours et il y a environ 1200 places au total pour les 7 Sciences Po. Donc je vous laisse faire le calcul, mais c'est un peu plus de 10%, mais ce n'est pas beaucoup plus. Voilà. À Lille, il y a à peu près 180 places pour les candidats, les concours qui souhaitent rejoindre Lille. C'est à peu près similaire d'un Sciences Po à l'autre, après chacun a des chiffres à soi. Deuxième modalité d'intégration pour rentrer à Sciences Po, c'est de choisir, de postuler pour un double diplôme donc, que j'évoquais tout à l'heure, franco-britannique, franco-allemand, franco-espagnol, franco-italien. Si vous en avez envie, évidemment, mais voilà, qui vous permet d'avoir une scolarité entre deux pays, entre deux universités. Donc là, il y a un nombre de places réduit, mais ça ne veut pas dire que c'est plus sélectif dans la mesure où il y a évidemment aussi beaucoup moins de candidats. Voilà, donc c'est une vingtaine pour la filière franco-britannique et la filière franco-allemande et entre 10, 12, 15 pour la filière franco-espagnole et la filière franco-italienne. Pardon. Alors, juste, je vais devancer une question qui peut être posée justement par notre public. Hein. Par rapport au concours commun, alors vous avez dit concours directement après le bac, également après auprès d'étudiants qui ont déjà un bac plus 1 ou en hypocagne ou une autre année du supérieur. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, voilà, je vais être mis en concurrence avec, si je suis néo-bachelier, je vais être mis en concurrence avec des étudiants, d'autres candidats qui ont déjà une année supplémentaire de connaissances. Comment va se faire? Il y a un classement intercalaire. Comment ça se passe exactement? Alors non, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de... Le concours est aveugle au sens où anonyme, oui. Les étudiants les candidats tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est le résultat, c'est à l'arrivée. Et à l'arrivée, on a en fait à peu près moitié-moitié de bacheliers de l'année et de bacheliers de l'année précédente. Bon, alors c'est peut-être les hasards des choses, mais c'est à peu près ça, c'est de cette manière-là que les proportions sont celles-là. Et je pense que c'est bien, en fait. Il n'y a pas de raison que ça évolue. Alors, il est probable que
il y a davantage de bacheliers de l'année qui présentent le concours. Donc, du coup, le taux de réussite pour les bacheliers de l'année est moins important, mais je pense aussi qu'il y a des bacheliers de l'année qui n'ont pas préparé ou peu préparé le concours. On y reviendra tout à l'heure, mais ça se prépare. Alors que les bacheliers de l'année précédente, eux, effectivement, s'ils passent le concours, c'est que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire et s'ils sont préparés. Donc, le taux de réussite est de fait beaucoup plus élevé proportionnellement pour les bacs plus 1. Voilà. Alors, pour revenir si je peux poursuivre juste sur le concours, donc ce concours commun donc pour la filière générale aura lieu le 24 avril. Bien, on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que la question va se poser, même si j'ai évidemment pas la réponse. Alors, une chose très importante pour les candidats, c'est que le concours commun, ça correspond à un vœu sur Parcoursup, ça je crois que vous l'avez vu, on vous l'a dit, etc. C'est-à-dire qu'avec un vœu, vous avez 7 sous-vœux, et donc lorsque vous cochez concours commun Sciences Po, automatiquement, en fait, vous cochez les 7 Sciences Po du réseau, donc de ce concours commun. D'accord. En quoi consiste le concours? Le concours consiste en une journée d'épreuves, 3 épreuves le même jour. D'abord, en général, le matin, l'épreuve de ce qu'on appelle de questions contemporaines, qui, en fait, c'est une dissertation qu'on vous demande, argumentée, à partir des 2 thèmes de révision, des 2 thèmes qui sont proposés chaque année. Cette année, c'est le secret d'une part et révolution, pluriel, de l'autre. Il y a un thème qui change chaque année, donc l'année prochaine, révolution va rester et on aura un nouveau thème qui sera annoncé fin juin en général. Voilà, donc première épreuve, 3 heures, questions contemporaines, pour laquelle on vous demande de construire une argumentation, d'écrire correctement et de développer des idées. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'être un puits de science. En revanche, ce qui est évalué et ce qui est apprécié, c'est la qualité de votre argumentation et d'écriture. Ensuite, une épreuve de langue vivante, pour laquelle vous avez le choix entre 4 langues vivantes, et une épreuve d'histoire qui s'appuie sur une partie du programme de terminale, puisque ça commence en fait, donc il n'y a pas le premier chapitre, ça commence vraiment à la fin des années 30, puissance et conflits dans le monde depuis les années 30, et cette épreuve d'histoire est calquée sur celle du baccalauréat aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une étude de documents. Vous avez 2 documents. Pour le bac, c'est 1 ou 2. Là, en l'occurrence, c'est 2 documents, donc qui sont ou complémentaires ou qui s'opposent, etc. Donc, c'est une étude de documents. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue méthodologique, en terminale, vous êtes parfaitement préparé à passer cette épreuve. Voilà, donc il n'y a pas de note éliminatoire, même si vous avez 2 en anglais, c'est sûr que ça va compromettre vos chances de réussite, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de coup près. Voilà, et donc les résultats ensuite seront publiés sur Parcoursup avec les autres résultats de Parcoursup, c'est-à-dire le 27 mai 2021, me semble-t-il. Et donc, vous aurez une réponse par Sciences Po, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 7, être admis dans les 7 Sciences Po, ou seulement dans quelques-uns, et puis ensuite, les choses peuvent bouger. Enfin, voilà, pour ceux qui ont un petit peu miné dans Parcoursup, vous savez comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le concours commun. Donc, il y aura peut-être des questions. Je vais poursuivre avec peut-être les doubles filières, comme ça, c'est... Oui. Tout est dit. Alors, l'autre concours, c'est le concours pour les doubles diplômes qui a lieu la semaine précédente, espérons-le en tout cas, le 17 avril. Là, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, si vous postulez pour une des doubles filières, par exemple franco-britannique, ça correspond à un vœu sur Parcoursup. Donc, si vous pouvez postuler d'une part
au concours commun, et d'autre part à la filière franco-espagnole, comme a fait Colline Massing il y a quelques années. Et donc là, ça vous compte, si je puis dire, 2 vœux sur Parcoursup. D'accord. Voilà, donc ce concours est là aussi ouvert aux bacheliers de l'année, aux bacheliers de l'année dernière, même si évidemment vous n'avez pas validé votre première année d'études, mais vous avez passé le bac l'année dernière, donc si vous l'avez eu. Là aussi, 3 épreuves avec des coefficients légèrement différents, notamment pour la langue vivante, ce qui peut se comprendre. Donc une épreuve de langue, une épreuve de questions contemporaines et une épreuve d'histoire. L'épreuve de questions contemporaines n'est pas sur les 2 thèmes qui sont proposés pour le concours commun. C'est plus large, en général, on va dire, ça tourne autour de questions un peu européennes, parce que c'est une épreuve qui est commune pour la filière franco-allemande, franco-espagnole, franco-italienne et franco-britannique. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui... C'est un sujet auquel on essaye de donner une dimension un peu européenne. Ce concours est spécifique à Sciences Po Lille. Il est organisé par Sciences Po Lille et pas du tout par les 7 Sciences Po, bien sûr. Compte tenu de la nature du double diplôme et de l'importance de pouvoir suivre des cours dans une université partenaire, on évalue les qualités d'expression orale des candidats dans la langue, évidemment, qu'ils ont demandé, ce qui explique que le concours a lieu très tôt, enfin le plus tôt possible par rapport aux données de Parcoursup, qui permet un oral d'admission entre le 10 et le 12 mai, ça dépend des filières, pour pouvoir ensuite communiquer les résultats à Parcoursup, qui sont là aussi officialisés le 27 mai. Voilà pour le concours d'entrée en première année, les 2 concours d'entrée en première année à Sciences Po. Très bien, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce concours d'entrée. Alors, je vais juste revenir avant de donner quelques conseils peut-être sur la préparation, une méthodologie peut-être pour réussir ce concours d'entrée. Ce qu'on évalue avant tout, alors effectivement, il y a un socle de connaissances, une culture générale. Est-ce que, voilà, vous avez évoqué tout à l'heure, ce qu'on évalue aussi, c'est la capacité à argumenter, à bâtir, à construire une argumentation. Est-ce que c'est vraiment ça qui fera la différence entre les candidats ? Ce que je dis, on n'a pas besoin, on ne recrute pas des encyclopédies, on recrute des profils de candidats, lycéens ou étudiants, curieux, ouverts sur le monde, qui n'ont pas d'œillères et qui savent regarder un petit peu ce qui se passe autour d'eux, qui sont capables d'utiliser des références à l'actualité, etc., etc. Donc, oui, on recherche des profils, véritablement. Même sur un sujet un peu précis autour des 2 thématiques qu'on a évoquées, on voit assez vite en fait émerger des profils de candidats qui correspondent à ce qui nous intéresse, donc qui sont ouverts, curieux, qui savent écrire aussi, qui savent rédiger, qui savent argumenter, et qui ont aussi une idée à défendre. Alors pas forcément quelque chose de complètement radical, mais qui suivent une idée et qui l'argumentent jusqu'au bout de leur copie. Ça n'a pas besoin d'être une copie de 12 pages, mais voilà, ça c'est important. C'est vraiment ça qui je dirais, s'il y avait 3 maîtres mots pour caractériser, ou ce qui pourrait être notre devise, on n'a pas de devise à Sciences Po Lille, mais on peut en avoir une, mais qui correspond finalement au profil qu'on recherche derrière. L'ouverture, ce que je disais tout à l'heure, à la diversité du monde, mais le monde, il commence à notre porte, il commence à Calais, quand on est à Lille par exemple, il commence tout près, le monde, ou à la Friche Saint-Sauveur. La question de la responsabilité aussi, être curieux du monde, mais attentif aussi aux autres, et puis l'excellence, parce que c'est ce qu'on poursuit, en tout cas de manière générale, dans tout ce qu'on essaie d'entreprendre, et ce que les étudiants en tout cas essayent d'entreprendre. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est la perle, regardez, on en a 2 là, c'est ça qu'on cherche, et c'est ce type de profil qu'on essaye d'identifier avec le concours. Bien. Alors, vous l'avez bien expliqué, effectivement, les profils recherchés. Est-ce que vous avez des tendances, vous dégagez des tendances en termes de nature de baccalauréat? Alors, c'est vrai que on est dans une réforme du bac. Est-ce que on a plutôt des profils scientifiques, des profils sciences éco, littéraires, ou alors vraiment on est sur une large palette finalement de candidats? On veut des bons candidats.
des candidats intéressants et surtout pas des clones, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tous les mêmes. Donc, alors, c'est vrai que là, on est en changement de système du baccalauréat. Je dirais, dans l'ancien système, dans le monde d'avant, on avait des étudiants des trois filières du bac général. Voilà, allez, peut-être la moitié issue des filières ES, un tiers de la filière S, et puis voilà, le reste de la filière L. Mais ce qui correspond aussi, attention, la filière L étant, on le sait très bien, il y en avait assez peu dans les lycées, donc ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins reçus, qu'ils réussissaient moins bien le concours. Aujourd'hui, avec la réforme, je dirais que c'est encore plus ouvert et ça va être encore mieux dans la mesure où il n'y a absolument pas de prérequis dans les spécialités à choisir en première et en terminale pour pouvoir intégrer Sciences Po. Alors justement, c'était l'objet d'une question dans la partie commentaire du webinaire, hein, sur le choix des spécialités au bac pour optimiser finalement ses chances d'intégration à Sciences Po. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite? Il n'y a pas vraiment de réponse. Alors, évidemment, si vous regardez comme ça dans ce qui est proposé dans les spécialités, enfin en tout cas dans la plupart des lycées, naturellement, j'allais dire, la spécialité histoire géo, géopolitique, sciences politiques, en tout cas, va vous intéresser si vous savez déjà que vous avez envie d'aller vers Sciences Po. La spécialité sciences économiques et sociales, traditionnellement aussi, voilà, fait écho pour les étudiants que ça intéresse. La spécialité humanité, littérature, philosophie aussi. Les spécialités de langue vivante, civilisation et langue, fait sens aussi par rapport à la formation Sciences Po. Voilà, mais un étudiant qui va faire des mathématiques, des SVT ou de la physique, qui est épanoui, ouvert, etc., au contraire, on en veut comme ça. Et c'est intéressant aussi. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de spécialité qui compromettrait en quelque sorte vos chances de rejoindre Sciences Po. Je crois on ne fait bien que ce qu'on aime. Voilà, c'est vrai que les spécialités que j'ai mentionnées, les premières, voilà, correspondent finalement à des disciplines souvent qui vont être abordées par la suite à Sciences Po, qu'il s'agisse de l'histoire, de la science politique, la sociologie, l'économie, bien évidemment. Donc, alors, on va parler tout de suite effectivement de la préparation au concours, hein. Je voudrais juste vous soumettre une question qui a été posée dans la partie commentaire sur le nombre de fois voilà, où on peut se présenter au concours en cas d'échec. Est-ce qu'il y a un nombre de présentations limité? Comment ça se passe? On peut se présenter autant de fois que l'on souhaite? En fait, une question, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je crois qu'on peut se présenter que 2 fois. Mais il faudrait vérifier. Je crois qu'on ne peut pas le passer plus de 2 fois. Mais je ne suis pas 100% certaine, donc il faudrait vérifier. Ou alors peut-être la stratégie adoptée, c'est de le passer effectivement directement après le baccalauréat, après le bac+1, et peut-être de rattraper au niveau master pour effectivement ne pas perdre. Ce que je pense, c'est que si vous avez vraiment très envie d'aller à Sciences Po, il y a plein de manières d'y arriver. Donc il y a effectivement le concours en terminale, donc ça vaut la peine de le tenter. On va revenir tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même le préparer un petit peu. Mais voilà, ça vaut la peine en tout cas de le présenter. Il y a donc les doubles filières, il y a ensuite d'autres Sciences Po, d'accord ? Il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a Grenoble. Donc ça, pour rentrer donc en première année. Si ça ne marche pas, si vous êtes embarqué dans une autre formation qui vous plaît, et dans laquelle vous vous épanouissez, vous dites j'ai envie d'y rester pour aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire, que ce soit une classe préparatoire, que ce soit une licence, une bilicence ou autre. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre, d'intégrer les Sciences Po du réseau, mais pareil aussi d'ailleurs, au niveau master. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout exclure, au contraire, parce que c'est, en tout cas, alors là, du coup, je parlerai plus spécifiquement pour Lille, c'est vraiment une procédure qu'on essaye de plus en plus de valoriser et de développer. Je disais tout à l'heure, on met en place une réforme du cycle master à la rentrée, pour laquelle on va ouvrir davantage de places à ces entrées directes, comme on dit, au niveau master. Sachant qu'à la fin,
tout le monde a le même diplôme. Hein. Il y a un seul diplôme de Sciences Po. Donc, que vous soyez rentré en 4e année ou en première année, vous aurez le même diplôme que tout le monde de toute façon. Même si sur le CV, on voit bien que vous aurez fait autre chose avant. Voilà. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité d'entrer au niveau master. Donc, je peux peut-être vous montrer éventuellement une dernière image. Il y a plusieurs possibilités. En fonction de ce que vous avez fait en fait. Simplement, la seule chose qu'il faut, c'est avoir validé l'équivalent de 3 années d'études, hein, donc ces fameux crédits ECTS. Voilà. Et donc là, vous avez la possibilité de rejoindre un des masters de la filière générale. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Sciences Po. Aujourd'hui, on propose 17 formations de niveau master. 5 doubles diplômes, dont 5 doubles diplômes et dont 4 formations en apprentissage, hein, comme management des études culturelles qui est évoqué à l'instant. Voilà. Il y a aussi donc la possibilité d'entrer dans le double diplôme franco-allemand. Et puis, il y a, c'est les 2 dernières modalités de concours réservées aux étudiants des Hippocagnes, AL en fait, hein, qui s'appelle le concours BEL, Banque d'épreuves littéraires, et qui, donc chaque année, voilà, permet à un certain nombre d'étudiants qui passent les concours des écoles normales supérieures, qui sont en général admissibles d'ailleurs à celle-là, de postuler aussi à Sciences Po, entre autres. Hein, il y a d'autres écoles qui leur sont ouvertes dans ce cadre-là. Voilà, donc ça donne quand même, là aussi, la possibilité une autre possibilité finalement pour rejoindre Sciences Po et en particulier ces formations master. Merci pour ces précisions. Alors, on va parler effectivement de la préparation. Il existe plusieurs préparations au concours. Alors, je voudrais juste qu'on laisse la parole justement à Colline et à Inès pour voir un peu comment elles se sont préparées au concours, comment elles ont appréhendé justement cette année de préparation. Inès, donc vous avez intégré Sciences Po à l'issue de la terminale. Comment vous avez justement géré cette préparation ? Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur exemple parce que je n'ai pas suivi de préparation à côté. Je sais qu'il y a beaucoup de prépa, même en ligne, en fait, qui sont ouvertes aux étudiants de terminale. Moi, j'ai juste regardé quels livres étaient conseillés. Je crois qu'il y avait une sélection sur le site, j'imagine, du concours commun. Donc, j'avais acheté quelques ouvrages, un pour l'histoire, un pour les questions contemporaines, et que j'avais repris à côté des cours. Donc, ce n'était pas l'année terminale la plus marrante qui soit, parce que forcément ça demande un peu d'organisation et un peu de temps, mais du coup ça montre aussi que c'est faisable. Il n'y a pas forcément besoin de faire des préparations payantes pendant les vacances dans des prépas privées pour les terminales ou de suivre des formations telles que Tremplin sur toute l'année. J'imagine que ça aide, ça permet de s'entraîner. Mais voilà, moi je l'ai fait avec des livres, en lisant beaucoup la presse, notamment pour les profs de questions contemporaines, en écoutant beaucoup de podcasts où je prenais un petit peu des notes, enfin ce type de choses, en ciblant vraiment toutes les épreuves. Et après, je comptais plus sur le fait de faire une copie très propre, très organisée, avec forcément le minimum de connaissances. Mais je savais que, enfin, on parlait tout à l'heure d'encyclopédie. Je n'étais pas du tout une encyclopédie vu que j'avais pas eu le temps d'apprendre énormément de choses. Mais du coup, j'avais plus misé sur le fait de savoir structurer ma copie. Voilà. Très bien. Alors, vous parlez de podcast. Alors, c'était quoi? C'était la lecture du Monde régulièrement? Alors, podcast radio, des émissions culturelles? Oui, c'est ça. Bah, nous, alors moi, l'année où j'étais passée, c'était sur la mémoire et le risque, je crois. Donc, j'allais sur je sais pas, Radio France et je tapais des mots-clés pour trouver un peu, pour trouver ce qui pouvait convenir. Et après, je pense que c'est important aussi quand on est en terminale d'en parler avec ses professeurs. Moi, j'avais prévenu mes professeurs qui, du coup, me recommandaient des fois des revues, des articles et qui m'avaient aussi beaucoup aidé dans ma préparation. Voilà, faites-vous entourer, ça c'est effectivement important. Colline, vous, comment vous avez préparé votre entrée? Alors, on l'a dit, hein, directement en master. Alors non, moi je suis rentrée en première année, mais après 1 an de prépa. Du coup, j'ai fait une prépa à elle. Alors j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, c'est bien au lycée Georges de la Tour à Metz. Du coup, pendant cette année de prépa, comme je l'ai un peu dit en introduction, des cours un peu spécifiques sur le concours, donc notamment en histoire. Alors c'était sur la France,
des années 30 à aujourd'hui, mais en soi, le concours concerne le monde entier, donc ça ne suffisait pas. Et en philo, un petit peu, c'était les thèmes pour moi, c'était la démocratie et l'école. Ça remonte un petit peu, mais voilà. Et j'ai fait un peu comme Inès, je suis allée voir sur le site du concours commun où il y avait des recommandations bibliographiques. Et je suis allée feuilleter les différents livres. J'en ai pris deux en questions contemporaines et un en histoire et je les ai fichés en parallèle des cours de la prépa. Et pour les langues, j'avais de la chance d'avoir une prof d'espagnol justement en prépa qui me suivait beaucoup. Et du coup, j'ai fait beaucoup de sujets qu'elle m'a corrigés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est de faire des sujets. Donc, l'épreuve d'histoire a un petit peu changé, donc elle correspond à ce que les lycéens doivent faire pour le bac, mais c'est quand même important de reprendre les annales des concours de Sciences Po, de refaire les sujets en questions contemporaines aussi, parce que ça passe vite le temps, surtout que c'est sur une journée, il faut aussi gérer un peu sa fatigue. Parce que quand vous arrivez à 16 heures à finir votre dissertation d'histoire et que vous avez déjà 2 épreuves derrière vous, c'est pas facile. Donc, faites pendant les vacances scolaires une journée où vous faites 3 sujets, du coup, un de chaque épreuve. Pour moi, c'est vraiment fondamental pour réussir à gérer aussi son stress le jour J. Anne Bazin, c'est important, effectivement, cette préparation physique, hein, au-delà des connaissances, préparation académique, de vraiment se mettre dans des conditions pour optimiser, encore une fois, ses chances. Bah, je pense que c'est pas facile de gérer sa journée de concours avec effectivement 3 épreuves. En général, on est rincé après la première, notamment les questions contemporaines. Enfin, ça dure 3 heures. Donc voilà, il faut se connaître, il faut être posé, il faut s'alimenter, boire, etc. Enfin, je pense que ça se prépare. Il faut y réfléchir. On n'arrive pas comme ça sans réfléchir. D'autant que pour l'épreuve l'après-midi, en fait, on distribue aux candidats les 2 sujets en même temps. Histoire et langue, et c'est au candidat de gérer son temps. Donc, voilà, ça permet chacun de faire comme il le souhaite, commencer par les langues ou commencer par l'histoire, etc. Mais voilà, il faut y avoir réfléchi un petit peu pour ne pas se retrouver pris au piège et du coup perdre bêtement, je dirais, des points, en tout cas des points qu'on aurait pu sauver ou qu'on aurait pu avoir en s'organisant un petit peu plus. Donc, je pense pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que effectivement, ça se prépare, ce concours. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller forcément, comme l'a dit Inès Hammer, dans des prépas, etc. Je pense que votre premier interlocuteur, ce sont vos enseignants, votre prof d'histoire, votre prof peut-être de philo, voilà, qui seront probablement ravis que vous passiez le concours et de vous accompagner dans cette démarche, d'avoir des étudiants, des élèves qui savent ce qu'ils ont envie de faire et qui ont envie de le faire bien. C'est toujours très motivant pour un enseignant. Donc, je pense que, oui, les profs de langue aussi, hein, bien sûr. Donc, n'hésitez pas effectivement à les solliciter avec eux. C'est vrai que les profs d'histoire, par rapport à l'époque où Colline, par exemple, a passé le concours, a été mieux calé justement sur les attendus de l'épreuve d'histoire du bac et de terminale, donc la méthodologie est similaire, hein, donc voilà, et le programme est aussi le même. Donc normalement, voilà, vous pouvez vous entraîner en plus parce qu'il y a peut-être des dimensions plus internationales, etc. Mais c'est sur le même programme et c'est sur la méthode que vous avez apprise depuis 2 ans. Donc normalement, ça ne devrait pas, voilà, créer de stress ou de complications complémentaires. Alors, Inès évoquait tout à l'heure les prépas. Alors, c'est vrai qu'il y a des prépas privées. Il y a également la prépa de tremplin. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous pouvez nous présenter justement la vocation de cette prépa tremplin justement qui est proposée par Elle est labellisée par le réseau des Sciences Po. Donc, c'est effectivement une prépa en ligne qui est labellisée par le réseau Sciences Po. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut, mais allez au moins voir. Et qui propose notamment à la fois une préparation sur l'ensemble de l'année et une préparation, je crois, aussi accélérée quand on se rapproche en fait du concours. Donc ça, c'est une possibilité parce que du coup, c'est des interlocuteurs qui peuvent vous corriger, vous faire des commentaires sur des copies, etc. Les manuels, hein, qu'évoquait Inès Hammer aussi, il existe des manuels qui sont publiés autour des thématiques en fait
proposées chaque année pour l'épreuve de questions contemporaines. Et les épreuves de langue, je vous invite à aller voir effectivement sur le site les annales pour voir la nature des épreuves. Et ensuite, n'hésitez pas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en parler avec votre professeur de la langue concernée pour lui demander de vous corriger éventuellement un ou deux sujets et voir un petit peu les points sur lesquels vous devriez renforcer votre candidature. Alors, dans le cadre de l'égalité des chances et pour œuvrer, alors je pense notamment au dispositif Les Cordées de la Réussite, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique qui est proposé? Voilà, Sciences Po a mis en place depuis plus de 10 ans maintenant un programme d'études intégrées, d'accompagnement des lycéens, des collégiens même d'ailleurs, dans tout le nord de la France pour leur permettre de se préparer en fait dans les meilleures conditions possibles à passer le concours, donc avec un accompagnement des conférences thématiques, un accompagnement méthodologique tout au long de l'année de première et de terminale, et je dirais que ce programme fonctionne particulièrement bien dans la mesure où le taux de réussite en fait des élèves issus donc de ce programme PEI est supérieur en fait au taux de réussite moyen en fait du concours commun. Voilà, donc ça concerne alors un profil particulier d'étudiants, mais de plus en plus d'étudiants. J'ai pas les chiffres en tête pour cette année. En tout cas, beaucoup sont passés par là et réussissent ensuite parfaitement magistralement leurs études à Sciences Po Lille ou ailleurs, bien évidemment, puisque peuvent intégrer des autres Sciences Po Paris, ou des études supérieures, quelles qu'elles soient, bien entendu. Pour ceux qui ne réussiraient pas le concours l'année du bac, on disait tout à l'heure que bien sûr on peut le repasser, donc il y a l'option de faire par exemple une classe préparatoire comme a fait Colline, mais il y a aussi plus largement, je dirais, suivre une formation de L1 dans les humanités, alors quelle qu'elle soit. Ça peut être du droit, de la philo, de la science politique, du droit, et de ce point de vue-là, l'Université de Lille, et avec justement des accompagnements spécifiques pour préparer le concours de Sciences Po. Et nous, ce qu'on constate, c'est que la préparation à l'Université de Lille est plutôt très bonne et a des très bons résultats au concours commun. Alors effectivement, ça c'est important de le souligner, avec l'Université de Lille, vous avez une prépa donc qui passe par la licence de sciences politiques, où vous avez effectivement une préparation pour intégrer Sciences Po. Alors, ce que je vous propose... Il y a aussi, je crois qu'il y a aussi en histoire ou de philosophie, où il y a un module de préparation à Sciences Po, donc ça dépend vraiment des appétences des élèves et des étudiants, choisir justement la discipline qui les intéresse, mais avec cette possibilité de se préparer à Sciences Po, il y a des résultats qui sont vraiment très, très satisfaisants. Alors, on va revenir justement sur le quotidien des étudiants à Sciences Po. Comment s'organisent justement vos études? Alors, c'est vrai que le contexte est particulier, donc voilà, ça va faire figure d'exception. Mais de manière générale, comment vous vivez votre vie de palien ou de palienne? Colline? Moi, je garde des très très bons souvenirs de mes 2 premières années à Sciences Po, avec la vie étudiante, du coup, Inès en parlera aussi, la vie associative. Je pense qu'on a toutes les deux fait partie de plusieurs associations. Moi, encore l'année dernière, en 4e année, j'étais pôle communication de plusieurs associations de Sciences Po. Puis, ce que disait Anne Bazin aussi, de rencontrer d'autres étudiantes et étudiants qui viennent de partout en France. On a tous et toutes des projets très différents du fait de la pluralité des masters qu'a pu expliquer Anne Bazin avant. Du coup, on rencontre des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt que nous, et c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux. Et moi, par exemple, les personnes que j'ai rencontrées aux toutes premières soirées d'intégration, en septembre 2016, c'est encore mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc, comme quoi, on forge de très, très belles amitiés aussi à Sciences Po. C'est l'occasion aussi de se créer parfois un réseau. Inès, comment vous vivez vos années d'étudiante à Sciences Po? La même chose, un très bon souvenir. Les 2 premières années qui ont été très marquées par la vie associative, parce que le volume horaire le permet.
Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie de la vie de l'école à Sciences Po Lille. Presque tout le monde fait des associations. Il y a des associations pour tous les goûts, si je peux un peu dire, autant des associations de simulation des Nations Unies, autant des associations qui vont plus être axées sur la musique, la culture. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Donc ça rythme beaucoup les semaines. Et puis voilà, l'école, elle est aussi un peu à taille humaine, on va dire. Donc c'est une école où on connaît un petit peu tout le monde, où dans le cadre des associations, quand on est en première année, on rencontre aussi des deuxièmes années, des personnes qui sont déjà en master. Donc voilà, ça permet de discuter avec des personnes qui ont des projets professionnels différents des nôtres, ou ça nous permet de créer des envies aussi, de se renseigner. Donc c'est vraiment... si vous êtes curieux, c'est vrai que Sciences Po, c'est très propice. Et Sciences Po Lille, je pense particulièrement pour toutes les associations qu'on a. Il y a des aménagements horaires, notamment le jeudi après-midi, auquel je pense, qui étaient banalisés pour les associations. Donc voilà, c'est vraiment... ça permet de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Et je pense que c'est vraiment super. Anne Bazin, ça fait vraiment partie intégrante de la formation, s'engager, participer à la vie associative de Sciences Po? Oui, absolument. Évidemment, c'est une obligation, évidemment, bien évidemment, mais ça fait partie de la formation, me semble-t-il, que c'est aussi, ça permet aussi d'affermir, de préciser ses envies, ses projets professionnels. Donc, ça fait vraiment partie de la formation des étudiants, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très encouragé. Alors, quelle que soit, comme disait Inès, la nature de l'engagement, que ce soit pour organiser des conférences politiques, que ce soit pour le bureau des sports, que ce soit sur des questions culturelles, sur des engagements administratifs, etc. C'est quelque chose qui est encouragé et valorisé au sein de l'école. Je voulais rebondir aussi sur une remarque qu'a faite Inès et qui me semble effectivement importante, c'est la taille humaine de cet établissement, de Sciences Po de région de manière générale. Une promotion, c'est à peu près 250-300 étudiants. Donc, en fait, tout le monde connaît tout le monde, ou presque. Mais quand je dis tout le monde, ce n'est pas tous les étudiants connaissent tous les étudiants, c'est tous les enseignants connaissent tous les étudiants, etc. etc. Donc, en fait, il y a un vrai esprit d'école. Je ne veux pas dire de famille parce que ça fait un peu ringard, mais en tout cas, je crois qu'il y a un esprit d'école et il y a aussi, de ce fait, un suivi, je pense, des étudiants plus attentifs, voilà, en tout cas plus précis, et je dirais qu'on fait un peu du sur-mesure. Voilà, donc on a, que ce soit des étudiants qui, moi, je sais pas, parfois on travaille à côté, donc on va essayer d'arranger leur emploi du temps pour leur permettre de maintenir leur job parce qu'il faut bien vivre et de pouvoir poursuivre leurs études dans des conditions normales. Les étudiants qui font du sport de haut niveau ou de la danse ou je ne sais quoi, on va leur permettre, si possible, tant que faire se peut, bien évidemment, mais en tout cas, on va essayer de regarder avec chacun ce qui est possible de faire pour leur permettre de fructifier leur talent et puis le plus possible, mais aussi de gérer parfois des choses qui sont compliquées à gérer, que ce soit des difficultés familiales, que ce soit des nécessités de travail en parallèle, etc., qui alourdissent considérablement parfois l'emploi du temps des étudiants. Donc on essaye d'y être attentif et de créer les conditions de la réussite et de l'épanouissement des uns et des autres. Je ne sais pas si on y arrive tout le temps, j'espère. En tout cas, la taille de l'école permet cette proximité avec les étudiants. On y arrive, et d'essayer de le faire au moins. Très bien. Alors, rapidement, juste avant d'évoquer les frais de scolarité et puis l'après Sciences Po, un mot aussi sur la troisième année, sur la dimension internationale des études. Alors, on l'a évoqué avec les doubles diplômes, mais on va parler plutôt de mobilité. Alors, dans un monde idéal où il n'y a pas de Covid, il y a une mobilité qui est effectivement prévue. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Alors, dans un monde, voilà, dans le monde normal, on va dire, dans le monde d'avant, je ne sais pas, et j'espère dans le monde d'après, effectivement, tous nos étudiants partent à l'international pendant leur troisième année. En général, pour 80% d'entre eux, dans l'une des 220 universités avec lesquelles Sciences Po Lille a signé un accord de partenariat. Donc, il y a des universités
au sein de l'Union européenne, hein, ce sont les accords Erasmus, en Europe à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les accords Erasmus+, Norvège, maintenant le Royaume-Uni, la Suisse, etc. Et puis surtout aussi bien plus loin, dans le reste du monde. Donc il y a des accords avec les États-Unis, Canada, beaucoup d'accords en Amérique latine, mais aussi en Australie, Japon, Chine, etc. etc. Voilà, donc tous les étudiants partent une année à l'étranger, c'est-à-dire pour étudier 2 semestres, suivre 2 semestres d'études. Voilà. Certains peuvent préférer faire ce qu'on appelle une mobilité mixte, c'est-à-dire un semestre de stage à l'international là aussi, et un semestre d'études. C'est ce qu'a fait Inès Hammer, par exemple, l'année dernière. Voilà, donc voilà, les étudiants choisissent leur destination en fonction de leurs appétences, de langues évidemment qu'ils maîtrisent, de leurs envies et de leurs projets professionnels, dans la limite des possibilités, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est que cette année à l'international change considérablement les étudiants, c'est-à-dire qu'entre la fin de la 2e année et le début de la 4e année, c'est pas qu'ils ont pris un an de plus, c'est qu'en fait, ils ont acquis une maturité très intéressante, et on retrouve voilà, des personnes différentes, mais dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, voilà, qui ont vraiment acquis une autonomie, qui ont l'occasion de réfléchir, de se confronter aussi à des situations pas toujours faciles. Évidente, oui. De manière générale, dans la totalité des cas, leur a permis je dirais d'être plus grand et plus fort, plus grande et plus forte à l'issue de à la fin de cette année de mobilité, pour laquelle je veux aussi revenir sur le fait qu'il y a un certain nombre d'aides. Donc il y a bien sûr les bourses classiques, hein, mais il y a aussi des aides de l'école même, hein, sur fonds propres, qui doivent permettre à l'ensemble des étudiants de pouvoir partir où ils veulent sans contrainte financière. Voilà. Alors, c'est un vœu peut-être pieux, mais de manière générale, je crois qu'on y arrive assez bien, à ce qu'il n'y ait pas d'autocensure pour ne pas partir ici ou là parce que ce serait trop cher. Voilà, il y a un certain nombre d'aides qui sont mises en place et qui sont assez... C'est jamais assez généreux, c'est jamais assez, on est bien d'accord, mais en tout cas, qui permettent de prendre en considération les situations individuelles des étudiantes et des étudiants qui souhaitent se rendre, qui souhaitent passer une année dans le pays de leur choix. Effectivement, un bourse sur critères sociaux qui peut être conservé, bourse également du ministère, et également dans la région, dans les Hauts-de-France, il y a une bourse qui est proposée. Il y a vraiment des aides spécifiques voilà, sur les fonds de Sciences Po pour aider, accompagner, enfin compléter finalement là où ce qui manque. Pour ne pas que ce soit effectivement un frein à la mobilité. Alors, Sciences Po est une école, un établissement public, c'est une composante aussi de l'Université de Lille. Alors, les frais de scolarité sont gratuits pour les étudiants boursiers. Qu'en est-il pour les autres? Est-ce que vous avez des fourchettes de prix sans entrer dans le détail? Oui, alors en fait, donc il y a effectivement à peu près un tiers d'étudiants boursiers à Sciences Po, donc qui ne payent pas de frais d'inscription. Et pour les autres, on a ce qu'on appelle des frais modulés, c'est-à-dire qui sont calculés en fonction des revenus des parents, plus d'autres considérations, la distance au domicile familial, le nombre d'enfants dans le supérieur, etc. etc. Frais qui s'étendent entre donc, du coup 120 à 4000 € pour le maximum, la tranche maximum. Voilà, qui sont recalculés chaque année, qui sont susceptibles de changer. Très bien. Ce sont les mêmes frais de scolarité pour les doubles diplômes avec l'ESJ et puis Centrale dans les mois à venir? Ce sera la même chose? Alors, avec Centrale, ça ne change pas. Avec l'ESJ, c'est différent dans la mesure où l'ESJ a ses propres tarifs, malheureusement, supérieurs. Très bien. Alors, avant l'ESJ n'est pas une école publique. C'est une association. Oui, non, bien sûr. Un cadre un peu différent. On va parler de l'après Sciences Po, puis ensuite on passera directement aux questions de nos internautes qui sont nombreuses. Alors c'est vrai que Sciences Po permet d'intégrer les différents secteurs de l'économie, les institutions, on va voir avec vous. Alors quelles sont justement, est-ce que vous avez des tendances qui se dégagent quant au débouché après diplomation? Peut-être aussi laisser la parole à Inès et Colline. Alors est-ce que vous avez déjà un projet professionnel déjà bien abouti, finalisé? Est-ce que vous savez, par exemple vous Inès, dans quelle fonction publique vous souhaitez évoluer? Oui, du coup, donc moi je suis en master métier de l'action publique, donc ça prépare principalement, mais pas uniquement, à passer les concours de la haute fonction publique.
Mais au sein de la promotion, on a des envies qui sont totalement différentes. Moi, personnellement, j'aimerais bien passer le concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc pour rejoindre le corps diplomatique français. Mais j'ai des camarades qui veulent passer des concours qui permettent de rejoindre le corps des assemblées, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, d'autres qui veulent préparer l'ENA. Donc c'est vrai que même, au sein même d'une promo, c'est assez différent. Pour ma part, c'est plutôt pour axer vers les relations internationales, donc le concours du Quai d'Orsay. Bien sûr, effectivement, Sciences Po propose la PrépENA, la préparation à l'agrégation également au concours, hein, notamment aux écoles des avocats et l'ENM, École nationale de la magistrature. Colline, votre projet, alors qui est déjà un peu abouti, hein, vous avez un pied dans le monde professionnel. Alors, tout à fait. Déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Inès. Au sein d'une même promotion, il y a des envies très différentes. Donc, moi, je suis en master de management des institutions culturelles. Et justement, ce master nous permet d'envisager un peu tous les différents points de la culture. Alors, c'est là, j'ai des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Allez-y, Colline. Du coup, moi, c'est plutôt le spectacle vivant, donc le théâtre. Mais il y a aussi des personnes qui sont plutôt dans le patrimoine, des personnes dans l'audiovisuel. Et d'ailleurs, au mois de septembre, le nouveau diplôme management des institutions culturelles aura un parcours spécial audiovisuel en partenariat avec Sérimania. Donc vraiment, ça permet d'intégrer un peu les différents corps de la culture en France. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, moi, c'est plutôt pour travailler dans le théâtre, notamment en médiation et en relations publiques. Merci. Anne, est-ce que vous avez des tendances qui se dégagent? Est-ce que vous avez une représentativité? Alors c'est vrai que vous l'avez dit en introduction, Sciences Po mène un peu à tous les métiers finalement. Bah, presque, pas tout à fait, mais enfin, il n'y a pas de médecin qui sort de Sciences Po, mais il y a des médecins qui peuvent faire Sciences Po. Encore. Voilà. Non, mais je pense que effectivement, Inès et Colline ont assez bien Résumé. résumer cette question. Il y a une très très grande diversité liée à la fois à la nature de la formation Sciences Po et aussi à la grande diversité des formations qu'on propose au niveau master. Hein, parce qu'effectivement, entre un étudiant de la majeure sécurité, stratégie, enfin, intelligence et gestion des risques qui va passer le concours de la DGSE par exemple, et Colline qui va travailler dans un théâtre du spectacle vivant, on se dit qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun un diplôme de Sciences Po Lille en fait. Et donc un certain nombre aussi de repères, de grilles de lecture, de manières d'aborder les questions. Et ça, je trouve ça très intéressant et enrichissant. Donc pour répondre sans répondre, une très grande diversité effectivement dans la fonction publique, pour une part, mais ce n'est pas du tout majoritaire en fait, aussi en entreprise, en cabinet de conseil, dans des ONG. Par exemple pour certains dans des organisations internationales, à l'ONU par exemple, à la Banque mondiale ou ailleurs, dans les collectivités. Donc il y a des étudiants qui travaillent pour l'État, hein, c'est un peu l'historique de Sciences Po quand ça a été la création de Sciences Po Paris, là du coup en son temps, travailler pour l'État, que ce soit au niveau national, au niveau local, dans les collectivités territoriales, évidemment, mais des étudiants qui travaillent au sein ou auprès des institutions européennes aussi, beaucoup, hein. Dans des entreprises privées, ce que j'évoquais, voilà, et à l'international, beaucoup, alors pas forcément toute leur carrière, mais pour certains l'ensemble de leur carrière ou des moments de leur vie, alors avec tous les métiers correspondant, je dirais, aux différentes formations qu'on a. Donc je ne vais peut-être pas revenir dessus parce que je vous invite à aller, alors je vous invite en fait à aller consulter le site de Sciences Po, notamment la rubrique offre de formation et les formations master, parce que dans le cadre de la réforme, en fait, donc il y a une fiche de présentation par majeur, on appelle ça en fait nos masters, et qui notamment dit quelques mots sur les débouchés de chacune de ces formations. Donc ça permet peut-être d'y voir un peu plus clair ou en tout cas de se rendre compte de la grande diversité et richesse des parcours. Je dirais chacun son propre parcours. C'est ça aussi qui rend les choses à la fois compliquées et extrêmement intéressantes. C'est que chacun va construire son parcours et on voit bien, nous les étudiants, par exemple, les étudiants en fin de master, donc le dernier semestre du master, c'est un stage de 6 mois qui est une espèce d'entrée, de tremplin pour rentrer dans la vie professionnelle. Et on pourrait dire,
les étudiants vont faire toujours les mêmes stages. Et en fait, non. Vous prenez les différents masters et on voit que année après année, alors évidemment, il y a des stages qu'on retrouve au ministère de l'Intérieur ou ceci ou cela dans une entreprise, mais il y a tout un tas de nouveaux stages qui arrivent dans des nouvelles organisations, dans des nouvelles ONG, associations, etc. etc. Et donc voilà, donc je dirais, ce vivier s'enrichit de plus en plus et on voit ça avec, quand on regarde justement à la fois les stages et puis évidemment les parcours professionnels des uns ou des autres. Merci. Alors, je vous propose à présent de passer aux questions. Première question d'Alric, y a-t-il un internat à Sciences Po Lille? Alors, il n'y a pas d'internat à Sciences Po Lille. Sciences Po Lille, et c'est le bâtiment qui est juste derrière moi, je ne sais pas si vous voyez sur Au bâtiment, oui. L'ancienne fac de médecine. Le bâtiment universitaire de Lille, voilà, donc il n'y a pas d'internat à Sciences Po Lille. En revanche, il y a possibilité, bien évidemment, de solliciter au Crous universitaire ou sinon de se loger en colocation ou en appartement dans l'île. Et il y a des aides et lorsque vous êtes reçu, tout de suite sur les réseaux sociaux, vous allez trouver moyen de rentrer en contact avec des étudiants qui cherchent éventuellement quelqu'un avec qui partager une colocation ou différentes possibilités. Inès et Colline, comment vous avez géré justement cette question du logement? Alors, par les groupes justement qui se créent, il y a des groupes sur Facebook qui se créent assez rapidement où on rentre en contact avec des étudiants qui sont déjà à Sciences Po, donc les appartements qui se libèrent, qui passent à ceux qui arrivent, etc. Et voilà, après, sinon, c'est vrai que le coût du logement à Lille est quand même moins élevé que celui à Paris, donc ça reste assez simple de trouver des colocations, des appartements. Ouais. Colline? Alors pour ma part, moi je viens d'une ville où le logement est beaucoup moins cher qu'à Lille, donc pour moi ça a été un peu l'effet inverse. J'ai pris un petit peu peur, mais en cherchant bien sur le Bon Coin au mois de juin, juillet, vous pouvez trouver des perles rares. Et puis entre étudiants, pouvez-vous transmettre aussi, communiquer les bonnes adresses. Alors, il y a plusieurs questions, notamment sur le Brexit, sur les frais de scolarité, le double diplôme franco-britannique. Est-ce que ça va impacter cette filière, ce double diplôme? Est-ce que les frais de scolarité risquent d'augmenter? Alors, pour l'instant, non. C'est-à-dire plus exactement, nous avons négocié avec nos partenaires britanniques la garantie que les étudiants qui rentrent par le concours de cette année bénéficient des mêmes des frais de scolarité qui ne vont pas changer. Donc il y a une garantie et donc pour les 5 années à venir, c'est pas uniquement pour l'année prochaine, mais c'est pour la promotion qui rentre en 2021 a en quelque sorte des frais garantis par nos partenaires britanniques et par nous-mêmes. Alors, je vous invite, parce qu'il y a des questions sur les frais de scolarité. Pardon, oui. Il y a des questions sur les frais de scolarité, notamment sur différentes filières. Je vous invite à vous rendre directement sur le site de Sciences Po Lille pour connaître justement précisément ces différents frais de scolarité. Vous avez aussi des journées portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez nous communiquer éventuellement les dates? Normalement, c'est à la fin du mois de janvier. C'est ça, c'est exactement dans 2 semaines, alors de manière virtuelle aussi, malheureusement. Donc une journée porte ouverte virtuelle samedi 30 janvier, on pourra se retrouver. Voilà. Mais n'hésitez pas évidemment à consulter aussi le site internet de l'école sur lequel vous pourrez trouver, je pense, un certain nombre de réponses à vos questions. En temps réel, effectivement. Alors, une autre question pour rebondir sur cette question du contexte sanitaire. Est-ce qu'il y a un aménagement des concours qui est prévu? Comment vont se passer les concours 2020? Mais vous le disiez en introduction, ça reste... Ah si, alors, quelques éléments quand même, parce que alors, la première chose, c'est qu'on a très envie que le concours ait lieu. C'est-à-dire que, alors, évidemment, dans la limite des contraintes sanitaires, il n'est pas question de violer quoi que ce soit, il n'est pas question de mettre en danger qui que ce soit non plus. Mais voilà, en tout cas, on aimerait beaucoup, beaucoup que le concours ait lieu. Nous avons en fait jusqu'à début mars pour prendre une décision. Je dis nous, qui renvoie en fait aux 7 Sciences Po du concours commun, parce qu'évidemment la décision doit être commune. Donc voilà, donc début mars, le réseau, les 7 Sciences Po confirment ou pas
à Parcoursup que le concours aura bien lieu dans les conditions normales, on va dire, qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on peut espérer. Ça va un petit peu dépendre de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Si changement, adaptation, modification du concours, il doit y avoir, elle sera annoncée donc officiellement sur Parcoursup le 10 mars. Voilà. Et je pense pas que pour nous d'ailleurs, j'imagine que c'est la date à laquelle le Parcoursup va annoncer des précisions éventuelles liées à la situation sanitaire. Voilà. Donc les plans B pour l'instant ne sont pas complètement finalisés. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas la même chose que l'année dernière. Où on avait été très pris dans l'urgence. En fait, en quelques jours, il avait fallu préciser les modalités de sélection des 10 000 candidats, enfin de comment classer 10 000 candidats, comment classer 1200 parmi 10 000 candidats. Donc, ce ne sera pas le même modus operandi que l'année dernière. Voilà. Mais pour l'instant, on est encore en train de travailler là-dessus. Il y aura d'autres éléments du dossier des candidats qui va être pris en compte. Et peut-être une épreuve d'admissibilité ou un essai à faire à la maison. Enfin voilà, tout ça est encore en suspens. Il y a pas pour l'instant, c'est pas précisé. Et ça sera précisé au grand plus tard, donc le 10 mars. Et au moment effectivement venu. Apolline qui nous pose une question sur le master. Quel master conseillez-vous afin d'intégrer l'École nationale de la magistrature de Bordeaux? Alors là, la voie naturelle, si je puis dire, c'est de suivre le master, alors qui va un petit peu changer de nom, qui va s'appeler Affaires publiques, hein, AP, mais c'est l'héritier du master suivi aujourd'hui par Inès, métier de l'action publique, et qui vous donnera un socle juridique qui vous permet, qui devra être complété, hein, parce qu'il manque un certain nombre de choses, mais qui vous permet ensuite de préparer les concours de la magistrature, sachant que Sciences Po propose en fait un diplôme d'établissement en droit civil et droit pénal qui permet justement aux étudiants qui visent ensuite les concours de la magistrature de compléter des choses qu'ils n'ont pas eu dans le cursus normal de Sciences Po. Donc voilà, typiquement, c'est ça qu'il faut suivre. Alors, on revient sur les journées portes ouvertes. Plusieurs questions. Comment vont se présenter les inscriptions ou la participation au JPO cette année? Donc, c'est du distanciel. Il suffit d'aller sur le site internet, se connecter, et puis on peut effectivement échanger avec les enseignants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est uniquement en distanciel et je pense que tout sera précisé et je suis sûre que ce sera très clair parce qu'en général, notre service de communication est très efficace et très compétent. Tout ça sera précisé sur le site des Sciences Po, je pense, dans les jours qui précèdent. Très bien. Une autre question sur les passerelles possibles entre instituts d'études politiques. Alors c'est Alry qui nous pose la question, si je suis pris dans un autre IEP que Lille, est-ce que je pourrais tout de même revenir pour préparer un double diplôme master avec l'ESJ par exemple? Alors, il y a différentes choses. De manière générale, avant de répondre à la question précise concernant l'ESJ, il y a ce qu'on appelle une procédure de mutualisation, qui existe uniquement pour les études, pour les 5e années. C'est-à-dire un étudiant, moi je ne sais pas, de Sciences Po Toulouse, qui veut suivre une formation, une spécialisation en master qui n'existe pas dans son Sciences Po, dans son IEP, peut demander en fait à bénéficier de cette procédure et donc postuler ensuite, sans garantie d'être pris parce que ça dépend du nombre de places, dans un autre Sciences Po du réseau. Donc tous les ans, il y a comme ça la circulation d'un certain nombre d'étudiants entre les Sciences Po. D'ailleurs, ça va au-delà des Sciences Po du réseau puisque Grenoble et Bordeaux sont aussi dans la boucle et voilà, qui permet donc, mais c'est uniquement pour la dernière année. Pour ce qui est de l'ESJ, alors en fait, il y a deux choses. Les étudiants de Sciences Po Lille bénéficient d'une procédure un peu particulière pour présenter le concours de l'ESJ à l'issue de leur 3e année. C'est-à-dire qu'ils doivent suivre un module spécifique à Sciences Po Lille et s'ils valident ce module, alors ils sont automatiquement admissibles à l'ESJ et donc vont directement passer l'oral sans avoir à passer et réussir les épreuves écrites. D'accord ? Ça, c'est
pour les étudiants à la fin de la 3e année. En revanche, les étudiants, alors ceux qui l'auraient raté, ce qui arrive malheureusement assez souvent aussi, compte tenu du nombre de candidats pour à l'ESJ, à la fin de leur 4e année, par contre, ils peuvent passer le concours de l'ESJ normalement, écrit et puis oral. Donc, si vous êtes dans un autre Sciences Po, vous pouvez probablement, enfin, il faudra vérifier ensuite exactement la structure du Sciences Po où vous êtes, mais en général, c'est accepté parce que les métiers du journalisme sont un peu des métiers traditionnels, en tout cas, c'est un débouché traditionnel des IEP. Présenter le concours de l'ESJ et aller ensuite et rejoindre l'ESJ pour votre 5e et 6e année, puisque comme vous le savez, l'ESJ est une formation en 2 ans. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions à nouveau. Alors, des inquiétudes, je pense que de la part des parents, notamment sur les modalités d'admission. Alors, on a Madame Monceau qui nous demande si éventuellement nous devons faire face à un nouveau confinement. Est-ce que l'admission s'effectuera sur dossier uniquement? Si début mars, on fait le constat, enfin, les 7 Sciences Po du réseau font le constat qu'ils ne peuvent pas organiser le concours dans des conditions satisfaisantes sur les 7 sites, parce que nous, on peut le faire à Lille, mais si à Toulouse, on ne peut pas le faire, et ben, personne ne le fera. Alors, on va basculer sur une autre mode de sélection qui est pas complètement finalisé aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le donner, qui sera évidemment précisé au plus tard le 10 mars. Voilà, donc effectivement, avec cet inconnu, l'idéal, c'est effectivement d'attendre et puis de se renseigner directement auprès du concours. Il y a le site internet du concours et puis de Sciences Po Lille. Alors, pour conclure, le mot de la fin, je vous inviterai à peut-être donner un conseil, si vous devez retenir quelque chose de cette conférence aujourd'hui, ou si vous avez un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce que ce serait? On va commencer par vous, Colline. Alors, moi, déjà, pour les élèves de terminale, je leur dirais de tenter le concours cette année. Vous ne perdez rien à le tenter. Si vous le ratez, c'est pas grave, vous aurez au moins vécu cette journée d'épreuve, vous saurez à quoi vous attendre et vous pourrez le retenter l'année prochaine. Et allez-y, ne vous dévalorisez pas. Essayez. Si vous ne l'avez pas, au moins, vous saurez où sont vos erreurs, vous aurez vos notes. Et voilà, croyez en vous et c'est le plus important pour moi. Merci. Inès? Je pense un peu la même chose. Il ne faut pas se dire que c'est Sciences Po, je ne l'aurai jamais, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Faut se préparer, essayer de se mettre à fond pour et il n'y a aucune chance de ne pas réussir. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer en quelque sorte. Pas d'autocensure, très bien. Anne Bazin, le mot de la fin? Je suis complètement d'accord avec Colline et Inès, que je remercie pour ces propos encourageants. Je crois qu'il faut effectivement oser, parce que d'abord, c'est exactement le genre de candidats et d'étudiants qu'on souhaite, qui osent, qui ont confiance en eux, pas de manière démesurée, mais il faut avoir confiance en soi. Tout en se donnant les moyens de la réussite, c'est-à-dire effectivement se préparer, se concentrer un peu pour aborder le concours. Mais je crois qu'effectivement, il faut le tenter dès cette année pour les élèves de terminale. Il ne faut pas se dire « je ne suis pas prêt, j'y arriverai pas ». D'abord parce que vous ne savez pas, si vous tombez sur un sujet qui vous inspire particulièrement, et ben, vous allez briller et c'est exactement ce qu'on attend. Donc, n'hésitez pas. Et puis, et si ça ne marche pas, parce que malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde, et ben, d'abord, il y a d'autres manières de rejoindre Sciences Po si vous le souhaitez, ou l'année prochaine, ou éventuellement en master. Et puis surtout, il y a plein d'autres formations qui permettent, que ce soit à l'université ou ailleurs, de suivre, en tout cas de construire un projet professionnel qui soit à peu près similaire à celui que vous auriez pu développer en étant à Sciences Po. Donc voilà, de plus en plus aujourd'hui, l'université propose des formations justement en humanité assez pluridisciplinaires qui permettent de croiser les perspectives. Et donc, quelque part, ça correspond complètement à l'approche Sciences Po aussi. Donc, voilà, on peut aussi s'épanouir, évidemment, ailleurs qu'à Sciences Po.
autrement. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, Anne Bazin. Merci également à Colline Massing et Inès Hammer pour vos explications et pour nous avoir parlé de cette belle institution. Si vous souhaitez visionner à nouveau cette vidéo en replay, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'étudiant et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une autre conférence. N'oubliez pas, vous avez également Sciences Po qui est présent sur le salon virtuel des Hauts-de-France. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à vous rapprocher. Journée portes ouvertes, en distanciel certainement. Renseignez-vous, nourrissez-vous. Et puis, effectivement, ce qu'on peut dire pour conclure peut-être, c'est voilà, faites-vous plaisir et pas d'autocensure. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation.